Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous débutons une nouvelle vidéo sur la complexité, et après avoir vu la complexité sur les algorithmes de recherche, je vous propose d'analyser un petit peu la complexité sur les algorithmes de tri. Alors là, on a vraiment matière à faire, puisqu'effectivement, on avait vu, déjà au travers de certaines vidéos, que les tris pouvaient être en très grand nombre. On avait différentes stratégies de tri qui pouvaient s'appliquer à des structures de tableaux, et on avait vu un petit peu les façons de penser, les points de vue qui ont été adoptés par chacun de ces algorithmes. Et on va essayer de voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut distinguer un bon algorithme de tri d'un algorithme qui marche un petit peu moins bien. On va de nouveau s'intéresser au pire des cas, au meilleur des cas, et on va essayer de voir en fait comment est-ce qu'on peut les comparer, théoriquement déjà, et on va voir si les constatations théoriques finalement peuvent aboutir à des résultats empiriques qui coïncident. C'est-à-dire que si vraiment je fais un tri et que je chronomètre le tri, est-ce que finalement je retrouve la complexité qui avait été mise à jour dans l'étude que l'on va faire. Alors, on ne va pas regarder tous les algorithmes de tri, parce qu'en fait, il y a des algorithmes qui sont équivalents. On va juste regarder, en fait, quels sont les algorithmes qui vont amener quelque chose par rapport à une solution initiale qui est vraiment dans le pire des cas. Et donc, je vous propose de voir le tri par sélection, d'une part. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut l'améliorer avec le tri à bulles. Et enfin, on terminera avec l'analyse du quicksort, qui est la solution optimale dans la résolution du tri. Donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer avec le tri sélection et de voir un petit peu comment ça marche. Alors le tri sélection, c'est un algorithme qui a été détaillé longuement dans une vidéo qui est déjà sortie, mais l'idée qui est derrière, c'est qu'on va parcourir le tableau et chercher systématiquement quel est le minimum, quel est le maximum, ou le minimum ou le maximum, et de simplement le mettre à sa place. J'ai un tableau, par exemple, ici à droite, et ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir le tableau à la recherche du maximum, donc, ou du minimum, hein, l'algorithme fonctionne sur le minimum. Donc je vais parcourir tout mon tableau, donc de 0 à longueur moins 1, toujours moins 1 parce qu'en fait, les indices commencent à 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et donc un tableau de 8 éléments a des indices numérotés de 0 à 7. Ça, on commence à le connaître. Du coup, je calcule mes indices, je parcours tout mon tableau. L'indice minimum, qu'est-ce que je mets dedans? L'indice minimum, je mets en fait le premier élément. Je mets l'indice en fait qui se trouve à l'indice 0. Ok. Alors ensuite, donc l'indice 0, c'est-à-dire que je veux garder le 5 pour l'instant, c'est mon minimum. Ok. Ensuite, je parcours le tableau, le reste du tableau, et je vais voir en fait si l'indice que j'ai sélectionné pour l'instant est supérieur à un indice minimum que je trouverai dans le tableau, et bien alors je garde l'indice minimum à ce moment-là. Et quand j'arrive à la fin de mon tableau, je vais échanger la première case du tableau avec l'élément que j'ai trouvé de plus petit. Donc si on déroule cet algorithme, en fait pour l'instant j'ai 5 qui est le minimum. Ensuite j'ai 7, c'est plus grand, donc ça ne change pas. J'ai 8, c'est plus grand, ça ne change pas. J'ai 9, c'est plus grand, ça ne change pas. J'ai 1, 1 est plus petit. Donc du coup, l'indice minimum devient 1. Ensuite j'ai 2, ça ne change pas. J'ai 4, ça ne change pas. J'ai 6, ça ne change pas. Donc j'ai bien trouvé la valeur la plus petite et son indice associé, pour l'instant c'est 4. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est échanger t de i, donc le premier tour en fait i vaut 0, puisque je suis au début de mon tableau, et t de indice trouvé, en fait je vais juste échanger 1 et 5, tout simplement. Ces deux valeurs, je vais les échanger. Tac. Et donc je vais me retrouver avec 5 et 1, et je vais recommencer, mais cette fois-ci je ne vais plus recommencer avec tout mon tableau. Je vais simplement avoir i qui est égal à, dans le deuxième tour de boucle, je vais commencer à l'indice 7, et je vais recommencer 7, je vais comparer avec 8 c'est plus grand, 9 c'est plus grand, 5 c'est plus petit, donc là je vais récupérer 5, hop, 2 c'est plus petit, donc tout de suite j'inverse le 2, et on s'aperçoit en fait que le tableau commence à être trié par les valeurs minimum, puisque 2 j'ai plus petit, c'est plus grand, et donc le 2 je vais l'échanger simplement avec mon indice i de 7, et on s'aperçoit que mon tableau devient petit à petit trié. Il devient trié par les minimums, j'ai 1, 2 et ainsi de suite. Ok,
Alors si on analyse un petit peu la complexité que l'on peut retrouver dans cet algorithme, tout simplement, là j'ai déjà un parcours de i de 0 à longueur de n-1. Donc déjà, ici je vais parcourir tout mon tableau. Mon tableau. Donc si mon tableau a une longueur de n, enfin qu'il a n éléments, et bien en fait cette boucle va être parcourue n fois. Donc cette boucle s'arrête ici. Voilà. Donc l'indice minimum qui est égal à i sera effectué n fois, puisque cette ligne est dans la boucle qui est parcourue n fois. Et ici je vais me retrouver dans une autre boucle. Une autre boucle en fait qui va parcourir le tableau, mais cette fois-ci plus de 0 à longueur, mais de i plus 1 à longueur de n-1. Et donc en fait, tout simplement, eh bien, cette boucle est de nouveau dépendante de la longueur de n. Et donc je vais de nouveau me retrouver avec un parcours de n valeurs. Alors comme je vous l'ai dit, effectivement, là on va enlever une valeur, et puis on va enlever deux au tour d'après, ou ainsi de suite, mais nous ce que l'on veut, c'est un ordre d'idée. Donc là, on a une boucle de n avec une boucle de n à l'intérieur, et donc on va faire ce qu'on appelle n fois n, ou alors qu'on va exprimer simplement en n carré. Donc cette boucle est effectuée n carré fois, et c'est vrai également pour le if qui s'y trouve. Là aussi, je termine ma boucle, et les nombres d'échange vont être au nombre de n. Ok, très bien. Donc si je fais la somme de nouveau de là-dedans, je vais me retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5 n carré, plus 1, 2, 3, 4, plus 4n. Là aussi, je veux plutôt avoir un ordre d'idée, et donc je vais déjà me débarrasser des constantes, 5 et 4. Pour avoir mon ordre d'idée, je vais déjà me retrouver avec n carré plus n, et en fait, je vais me rendre compte aussi par analyse comparée des deux fonctions que n carré croît beaucoup plus rapidement que n. Et là, tout simplement, ce que je vais garder, c'est juste la fonction qui est la plus significative, et la fonction qui est la plus significative, c'est simplement n carré. C'est celle-là, en fait, qui va déterminer le sens dans lequel va évoluer mon algorithme. Et donc, je vais simplement dire que le pire cas pour cet algorithme est simplement en n carré. Ok. Maintenant, donc le pire cas, c'est quoi? Dans un algorithme de tri, le pire cas, c'est simplement quand votre tableau est trié en sens inverse. C'est-à-dire que vous essayez de trier du plus petit au plus grand et que votre tableau est trié du plus grand au plus petit. Donc ça, c'est le pire des cas. Quel est le meilleur des cas? Eh bien, le meilleur des cas dans un algorithme de tri, c'est que vous avez déjà un tableau trié. Vous avez donc rien à faire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans le meilleur des cas pour mon tri par sélection du min? En fait, on va s'apercevoir qu'il va faire le même boulot qu'au pire des cas. Qu'est-ce qu'il va faire si mon tableau est déjà trié? Tout simplement, si mon tableau est déjà trié, 6, 7, 8, qu'est-ce qu'il va faire, mon algorithme? Et bien, tout simplement, il va partir de l'élément 1, il va le comparer à tous les autres, 1, à 2, à 3, à 4, 5, 6, 7, 8, et il va en trouver aucun qui est plus petit. Du coup, il va échanger l'élément 1 avec lui-même. Puis il va passer au 2. Il va le comparer à chaque élément. Et comme il n'aura pas trouvé plus petit, il va échanger 2 avec lui-même. Donc en fait, on s'aperçoit que si on lui donne un tableau trié, il va refaire exactement le boulot. Nous, en tant qu'être humain, si jamais on nous donnait un tableau qui est déjà trié, que le travail était déjà fait, en fait, on ne le referait pas une deuxième fois. Et bien en fait, là, dans cet algorithme-là, tout simplement, on va faire exactement le même travail que le tableau soit déjà trié à la base, ou alors qu'il soit complètement dans l'ordre inverse. Et ça nous amène effectivement à une complexité, dans le meilleur des cas, qui est aussi de O de n carré. Et donc on a un cas moyen aussi de n carré, naturellement, puisque n carré est entre les deux. Ok, donc c'est un algorithme qui n'est pas forcément très intéressant, pour plusieurs raisons. On va voir que le pire des cas des n carré, on va déjà pouvoir l'améliorer. Mais en fait, on va s'apercevoir que, dans le meilleur des cas, en fait, on va pouvoir l'améliorer aussi. Parce qu'effectivement, là, on a un tableau trié, et le tableau trié, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y fait pas attention. Il va faire le même boulot, quoi qu'il arrive, il va se lancer bille en tête, et il va faire exactement le même travail. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va déjà voir comment améliorer le meilleur des cas. Mais avant de passer à ça, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui peut paraître logique, mais on va quand même en parler.
C'est-à-dire que, est-ce que finalement, on est sur la même complexité pour vérifier que le travail a été fait que pour faire le travail? Dans le cas du tri, qu'est-ce que ça veut dire? Si je devais écrire une fonction qui vérifie si un tableau est trié, est-ce qu'elle aurait la même complexité que la fonction qui trierait le tableau? Alors là, par exemple, j'ai un tableau trié à droite, et j'ai créé une fonction qui vérifie que le tableau est trié. Alors comment je fais? En fait, je suis parti de quelque chose de très naïf, de très naturel, et si jamais, par exemple, on prenait des gens, on les mettait côte à côte, eh bien en fait, si chaque personne avait à sa droite quelqu'un de plus petit que lui, et à sa gauche quelqu'un de plus grand que lui, et que c'était vrai pour tous les individus qui sont en rang, eh bien en fait, ils seraient triés par taille. Et donc tout simplement, je vais juste vérifier en fait que chaque élément de mon tableau a comme élément qui suit un élément qui lui est plus grand. Et si c'est vrai pour chacun des éléments, eh bien ça veut dire que mon tableau est trié. Donc comment je vais faire ça? Eh bien je vais parcourir simplement mon tableau. Alors pourquoi je fais -2 ici? Eh bien tout simplement parce que je veux comparer un élément avec celui qui le suit. Un élément avec celui qui le suit. Et en fait je ne peux donc pas aller sur le dernier élément, puisque le dernier élément n'aurait plus personne qui le suit, et donc je vais m'arrêter sur l'avant-dernier. Et donc j'ai -1, parce que je vous rappelle que les indices sont toujours numérotés entre 0 et la taille du tableau -1. Et j'ai -2, parce que je ne veux pas m'arrêter sur le dernier, mais je veux m'arrêter sur l'avant-dernier pour pouvoir le comparer à celui qui suit. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste vérifier, est-ce que celui qui suit, donc qui est à l'indice i plus 1, s'il est plus petit que l'élément que je suis en train de traiter, je suis en train de traiter un élément, si je m'aperçois que le suivant est plus petit que lui, eh bien en fait je vais retourner faux pour dire en fait que le tableau n'est pas trié. Je vais retourner faux dès que je le trouve. La première fois que je le trouve, je vais retourner faux pour m'empêcher de parcourir le tableau en entier. Ok, si jamais j'ai parcouru tout le tableau et que je n'ai trouvé aucun élément plus petit qui suit un élément, eh bien je vais retourner vrai. Ok. Donc ça va marcher. Donc si on veut alimenter un petit peu le meilleur et le pire des cas de cet algorithme-là, qu'on y réfléchisse un petit peu, quel est le meilleur des cas? Le meilleur des cas pour cet algorithme, c'est le cas où l'algorithme s'arrête le plus vite possible. Et le moment où il s'arrête le plus vite possible, c'est tout simplement si dès le début, vous avez quelque chose qui est dans le désordre. Si le deuxième élément est plus petit que le premier, c'est le meilleur des cas, et vous sortez rapidement. Donc dans ce cas-là, on va être sur une complexité linéaire, c'est-à-dire que vous faites qu'une seule opération en fait. Ça ne dépend pas de du nombre d'entrées n du tableau, vous faites qu'une seule opération, vous vérifiez, vous comparez les deux premiers, vous voyez que le deuxième est plus petit que le premier, et donc vous retournez faux directement pour dire en fait voilà, je ressors automatiquement. Maintenant le pire des cas. Le pire des cas, ça serait quoi? Le pire des cas, ça serait quand on vous demande de parcourir tout le tableau, et que vous avez parcouru toute la boucle sans jamais sortir, et que vous vous retrouviez à retourner vrai. Quand est-ce que vous retournez vrai? Vous retournez quand votre tableau est entièrement trié. Et quand il est entièrement trié, c'est que vous avez parcouru tout le tableau. Si on parle un petit peu de complexité, on va se rendre compte qu'ici on a une boucle qui va faire n tours. Elle va être dépendante de la taille du tableau. Si j'ai n éléments dans le tableau, je vais parcourir n fois. Là, on est sur un si, donc on va rester sur une complexité de n. On sort ici de la boucle, et le dernier élément de retour, on va le faire une fois. Pour des notions de complexité, on va de nouveau se retrouver avec quelque chose qui vaut du 5n plus 1. On va se débarrasser des constantes, et on va être sur une complexité de n. Et donc cette fois-ci, le pire cas, alors ça c'est un copier-coller d'avant, le pire cas est en haut de n pour vérifier. Donc en fait, on s'aperçoit que vérifier que le travail a été fait est finalement beaucoup plus simple en termes de complexité que faire le travail soi-même. J'avais un tri en sélection qui faisait un pire cas en haut de n carré, j'ai une vérification qui se fait en haut de n. Donc en fait, ça n'a rien à voir. On est sur quelque chose de beaucoup plus rapide. C'est toujours beaucoup plus rapide de vérifier qu'un travail a été fait que de faire le travail soi-même. Ok. Donc on s'est intéressé au tri par sélection, on s'est intéressé au tri par vérification. Ce que je vous propose maintenant, c'est de repartir sur les complexités que l'on avait mis en place dans le tri par sélection, et on va essayer de les améliorer. On va déjà essayer de commencer par améliorer le meilleur des cas. Alors, le meilleur des cas, c'est quoi?
Eh bien, dans le cas du tri, le meilleur des cas devrait être quand je lui donne un tableau qui est déjà trié, puisqu'effectivement, il n'a rien à faire. Donc en fait, il devrait pouvoir vérifier que le tableau soit déjà trié, et si jamais le tableau est déjà trié, en fait, d'avoir une complexité moindre que s'il a quelque chose à faire. Alors comment est-ce qu'on peut régler ce problème-là? Ben, on va parler d'un autre algorithme que l'on a déjà abordé, qui est le tri à bulles. Et le tri à bulles, en fait, il a un fonctionnement un petit peu différemment. J'ai donc un tableau ici à ma gauche qui n'est pas trié, et on va regarder un petit peu comment il fonctionne. On a déjà une variable qu'on appelle changement, qui est un booléen. Donc changement peut valoir vrai ou faux. Je vais initialiser changement à vrai. Alors la première fois que j'initialise changement à vrai, c'est simplement pour que je rentre au moins une fois dans la boucle, parce que vous allez voir, en fait, cet algorithme va faire quelque chose, et tant qu'il a quelque chose à faire, en fait, il va reboucler dessus. C'est-à-dire que tant qu'il a travaillé, c'est qu'il a encore quelque chose à faire, et quand il ne touche plus au tableau, c'est que le tableau est trié. Donc il a une dimension un petit peu différente par rapport au tri par sélection. Donc, tant qu'il y a du changement, je vais déjà mettre le changement à faux, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore fait de changement. Alors, je n'ai pas fait de changement, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais parcourir tout mon tableau, de longueur de 0 à 2, et à chaque fois que je vais trouver un élément qui a un suivant qui lui est plus petit, je vais échanger les deux éléments, et je vais indiquer que j'ai fait un changement. Donc, c'est-à-dire que je vais mettre vrai dans changement. C'est-à-dire que je vais acter le changement en disant voilà, j'ai fait un échange, et en plus, je dis que j'ai fait un changement. On va sortir du si, on va changer du pour, et on va faire tant qu'il y a des changements. Si on devait dérouler cette action, qu'est-ce qui se passerait? Je suis sur mon tableau à droite. J'ai 5 qui est inférieur à 7, je ne touche pas. J'ai 7 qui est inférieur à 8, je ne touche pas. J'ai 9, par contre, j'ai 8 qui est inférieur à 9, mais j'ai 9 qui n'est pas inférieur à 1. Du coup, j'inverse les deux. J'ai 9 qui n'est pas inférieur à 2, et du coup, alors je n'ai pas fait, alors si j'ai fait un changement, du coup je vais mettre changement à vrai. J'ai inversé le 9 et le 1. Je continue, 9 est plus grand que 2, je les échange. 9 est plus grand que 4, je les échange. 9 est plus grand que 6, je les échange. Et j'ai un change à vrai, donc du coup je reparcours encore une fois mon tableau. 5 est toujours inférieur à 7, 7 est inférieur à 8, 8 est supérieur à 1, donc je les échange. Et je mets mon change à vrai. 8 est supérieur à 2, je les échange, donc j'ai 2 et 8. 8 est supérieur à 4, je les échange. 8 est supérieur à 6, je les échange. Et 8, donc du coup, est inférieur à 9, donc c'est qu'ils sont dans le bon ordre. Et je vais continuer comme ça. Ok, maintenant imaginons que je tombe sur un tableau qui est trié d'entrée de jeu. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est un tableau de 8 éléments qui est trié d'entrée de jeu. Bon. Alors je vais faire quoi? Je vais mettre mon changement à faux, ici. Et je vais parcourir mon tableau. Alors, 1 est inférieur à 2, ok. 2 est inférieur à 3, ok. 3 est inférieur à 4, ok. 4 est inférieur à 5, c'est bon. 5 est inférieur à 6, c'est bon. 7 est inférieur à 8, c'est bon. Et j'en ai terminé, puisque 8 est le dernier élément, et je ne le compare plus. J'ai eu aucun changement à faire, et donc je sors de l'algorithme. Et donc on s'aperçoit cette fois-ci que dans le meilleur des cas, je n'ai en fait parcouru le tableau qu'une seule fois. J'ai pas eu de boucle. Dans le meilleur des cas, en fait, le tableau était déjà trié, je ne l'ai parcouru qu'une fois. Et dans le pire des cas, par contre, on verra qu'on n'a pas amélioré la complexité, on est toujours dans le O de n carré. Pourquoi? Tout simplement parce que si jamais j'ai le pire des cas qui est en fait le tableau qui est trié exactement en ordre inverse, voilà, et bien en fait à chaque étape, par exemple mon 8, dans la première étape, il va se décaler d'un rang. Ok? Donc combien de fois je vais devoir... Alors je vais faire le parcours de la table qui va être de l'ordre de n, et combien de fois je vais devoir le parcourir pour que le 8 arrive à l'autre bout? Eh bien je vais devoir le faire n fois. Et donc je vais faire n fois n. On va essayer de voir où est-ce qu'on trouve cette boucle-là. Alors cette boucle-là, tant que changement, eh ben, je m'aperçois que si le plus grand élément est en premier, je vais devoir la faire n fois pour que mon grand élément arrive au dernier élément. Donc ça va être réalisé n fois. Là-dedans, je vais avoir une boucle qui dépend de la longueur de n encore une fois.
je vais parcourir les indices, mais je suis déjà dans cette boucle-là, elle est déjà dans la boucle tant que, et donc cette boucle de n fois, elle va être faite n fois n. Et donc en fait, simplement, n carré fois. Là, je suis toujours dans les deux boucles, avec ces échanges. Là, je suis toujours dans la boucle. Là, je sors de la boucle pour, et donc je me retrouve dans la boucle tant que. Et donc maintenant, vous savez un peu comment on calcule les complexités. Je ne garde pas les coefficients, et je garde quelle est la fonction qui va croître le plus significativement, et ici c'est de nouveau n carré. Et donc en fait, c'est pour ça que je me retrouve avec un meilleur k en oméga de n, et un pire k en O de n carré. Donc j'ai amélioré cette fois-ci par rapport au tri par sélection où j'avais un meilleur k en n carré aussi, avec le tri à bulles, j'ai amélioré un petit peu les cas. Bon, on va voir que finalement c'est peut-être pas forcément quelque chose qui va être visible, et on va essayer de le comprendre après, pourquoi est-ce que de temps en temps, même si la complexité a l'air meilleure en théorie, on va voir qu'on la retrouve peut-être pas forcément en termes de données empiriques. On va faire un petit test tout à l'heure. Ok, alors comme pour les algorithmes de recherche, on est arrivé à faire en sorte que le meilleur cas soit effectivement meilleur que le tri par sélection. Pour l'instant, on n'a pas amélioré le pire des cas. Est-ce qu'on arrive à le faire? En fait, on va utiliser le même principe que pour la recherche dichotomique. On va essayer d'utiliser la stratégie diviser pour régner, c'est-à-dire que l'on aimerait qu'à chaque étape, on divise par 2 la problématique. Et donc, au lieu de se retrouver sur une complexité de n, on va se retrouver avec une complexité de log 2 de n. Et là, pour cela, on va regarder le quicksort, donc le tri rapide. Le tri rapide, comment est-ce qu'il fonctionne? On va juste repartir du principe, hein, je l'ai quand même détaillé dans une vidéo qui est assez longue. Comment est-ce qu'il fonctionne? Tout simplement, on va partir ce que l'on appelle un pivot. Donc ici, je vais considérer que 5, c'est mon pivot. Et je vais en fait simplement prendre tous les éléments. S'ils sont plus grands que 5, je vais les ranger après 5. Et s'ils sont plus petits que 5, je vais les ranger avant le 5. C'est-à-dire que je vais me retrouver... Alors, qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est plus grand? Alors, 7, c'est plus grand. Donc, je vais le ranger... 7, c'est plus grand... Alors, pardon, 7 c'est plus grand, 8 c'est plus grand, 9 c'est plus grand, 1 c'est plus petit, 2 c'est plus petit, 4 c'est plus petit, 6 c'est plus grand, et 5 que je vais mettre au milieu. Je vais récupérer mon pivot ici, et j'aurai avant, alors là c'est trié mais c'est vraiment du hasard, hein. Tout ce que je veux avoir avant 5 c'est les éléments qui sont plus petits que 5, et là je vais avoir après tous les éléments qui sont plus grands que 5. Et donc je voyais que j'ai divisé vraiment mon tableau par... Moi j'ai divisé vraiment mon problème par 2, et je vais me retrouver à trier d'un côté les éléments plus petits, et de l'autre je vais relancer sur les éléments plus grands. C'est ce qui est fait ici dans le principe, hein. Tant que la fin est inférieure au début, bon ça c'est une histoire d'indice qui va essayer de comparer. Au début je vais avoir le début et la fin de mon tableau, et tant que la fin est supérieure au tableau, ça veut dire que en fait je ne suis pas sur un seul élément, je vais continuer à diviser. Je vais chercher mon pivot, je vais chercher où est mon pivot, et je vais simplement avoir relancé le tri rapide sur la partie des éléments les plus faibles, et ensuite mon tri rapide sur les éléments les plus grands. Et tout ça, ça va se trier. Voilà un petit peu le principe. Alors sur le principe, en fait on va se rendre compte que là aussi, on a divisé, comme on l'a fait avec la recherche dichotomique, systématiquement par 2. Et en termes de complexité, en fait, si fin est inférieur à début, ça veut dire quoi? Bah, en fait, tout simplement, ça va être réalisé n fois. Et puis ensuite, là-dedans, donc ça va être réalisé n fois. Donc là, on a la recherche du pivot, mais la recherche du pivot, comme on a la fonction qui est ici, elle va simplement rechercher le pivot et elle va reclasser les informations à leur place. Donc elle va simplement le diviser par 2. Et ensuite, on va avoir le tri rapide qui, lui, en fait, va être relancé sur le début du tableau et sur l'ancien. Et combien de fois, en fait, on va le diviser par 2? Ben, en fait, on va le diviser n fois par 2. Et donc, on avait vu que la division par 2, elle s'écrivait en log 2 de n. Donc ça, c'est du log 2 de n. Et on va le lancer n fois, et ce qui va en fait nous donner une complexité de n fois log 2.
de n. Donc l'élément il va être divisé en deux systématiquement, et combien de fois on va faire cette étape de division? Eh bien on va considérer que ça c'est en fonction de la longueur n du nombre d'éléments dans le tableau. Et donc on va se retrouver avec, on va faire n fois la division en deux, alors que dans l'algorithme de la recherche dichotomique on l'avait qu'une seule fois. Et donc si jamais effectivement on devait indiquer le pire cas et le meilleur des cas, en fait on se rendrait compte ici que alors, le meilleur des cas ferait exactement la même chose que le pire des cas, c'est comme ça qu'a été construit l'algo, mais par contre on serait dans un meilleur cas de n log 2 de n et dans un pire cas de n log 2 de n. Alors là on avait dit effectivement que on améliore le pire cas, mais on n'est pas le meilleur des cas, par rapport au tri à bulles, il est un peu pire, mais là en fait on s'aperçoit aussi que l'on pourrait simplement faire un test pour savoir si le tableau est trié, et donc normalement on trierait rarement un tableau qui est déjà trié. On pourrait simplement faire la vérif, on l'a vu, en haut de n, ce qui nous permettrait justement de gagner énormément de temps. Donc ça c'est un algorithme n fois log 2 de n qui est très rapide. Donc le tri fusion est basé sur la même logique, donc il a exactement le même temps. Ils ne sont pas tout à fait équivalents en termes de gestion mémoire, parce que le tri rapide, il est un tri sur place, c'est-à-dire qu'il n'utilise que le tableau sur lequel il est en train de travailler, alors que le tri fusion duplique le tableau sur lequel il travaille. Donc si vous avez un tableau de 1000 éléments, eh bien le tri fusion va vous déclarer un deuxième tableau de 1000 éléments pour qu'il puisse trier ces éléments. Bon, donc on arrive sur des complexités de n log n et n log 2 de n. Ok, donc si jamais on voulait voir un petit peu à quoi ça correspond, je vous propose de faire une petite analyse un petit peu des différents éléments. Donc on a notre tri à bulles, notre tri... Oui, alors le tri à bulles et je vais vérifier les pires cas, hein. Donc le tri à sélection et le tri à bulles, c'est les mêmes. Donc j'ai mon tri à sélection, j'ai ma vérif qui est fait, et j'ai le quicksort également, qui va avoir sa complexité. Donc le tri par sélection, je vais simplement reprendre des éléments pour n. Ouais, on va de nouveau en prendre une cinquantaine. Hop, pour qu'on voit bien la tendance. Donc le tri par sélection, lui, il est en n carré. Donc je vais prendre ça, et je vais le mettre au carré. Ok. Le tri vérif, lui, c'est du n, donc je vais simplement reprendre la valeur de n. Voilà. Et donc, ici, je vais simplement avoir n fois log de n à base 2, et je vais étirer aussi la question. Et donc là, vous voyez que par rapport au tri, là où je suis déjà à 2500 avec le n carré, je suis à 282 avec le n log n. Et donc, je vous propose encore une fois de créer un graphique. Voilà. Je vais agrandir un peu. Ok, pour qu'on ait un peu une vision de ce qui se passe. Donc, la vérif, c'est le orange. Donc ça, c'est la complexité qui nous permet de savoir si un tableau est trié ou pas. Donc on voit que ça prend très très peu de temps, même si le nombre d'éléments augmente. Le quicksort, ça va être l'élément gris. Donc là, la barre grise qui est ici, qui va en fait nous faire un tri de l'ordre de n log n. Et enfin, le tri par sélection, c'est du n carré. Bah ça, on s'y attendait, hein. C'est comme quand on faisait de l'analyse de fonctions f de x égale x carré, et bien on va simplement avoir une parabole. Et donc, en fait, tout simplement, cette courbe-là, elle va... Plus le nombre d'éléments augmente dans le tableau, plus elle va nous donner un temps énorme par rapport au tri au quicksort, au tri rapide. Donc, comme pour la recherche, en fait, si jamais vous pouvez améliorer un algorithme de n carré dans une complexité n log n, vous allez voir en fait que sur un grand nombre d'éléments, ça va être vraiment très significatif. Donc, ça peut être un gain de temps dans vos programmes de pouvoir passer d'une complexité à l'autre. Donc j'aimerais terminer en fait cette vidéo
en essayant de voir si ce que l'on a mis à jour ici, est-ce qu'on va finalement le retrouver quand on simule empiriquement ce que l'on vient de voir. Alors pour ça, on va simplement prendre un Visual Studio Code et je vous propose en fait de... alors j'ai simplement pris les fonctions, hein, le tri par insertion, le tri à bulle et le quicksort. Donc le tri par insertion, on l'a pas vu, mais il a la même complexité que le tri par sélection. Je vais juste voir, tiens, je peux peut-être... parce que j'ai pas le tri par sélection, peut-être plutôt... ce qui serait quand même plus intéressant, puisque c'est de celui-là qu'on a parlé. Effectivement, je vais quand même prendre le tri par sélection. Donc on a le tri par sélection, on a le tri à bulle, et on a le tri rapide qui va se baser sur la partition. Donc ces deux fonctions-là, c'est le tri rapide. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce qu'on peut comparer entre eux ces différents tris et voir en fait leur temps d'exécution. Et donc ça, en fait, Python va nous amener pas mal de choses là-dessus. On va déjà importer deux fonctions qui sont les fonctions random qui vont nous permettre de créer un tableau aléatoire. Comme ça, on pourra créer des tableaux de 10 000 éléments sans que ça nous embête à les faire nous-mêmes à la main. Et on va faire autre chose, on va importer la bibliothèque de temps, qui est la bibliothèque time, qui va nous permettre de chronométrer en fait combien de temps passe une fonction. Et donc en fait, tout simplement, ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va créer en fait une liste qui va contenir, alors je vais me baser sur la bibliothèque random, et en fait, je veux dire simplement qu'elle va contenir des éléments entre 0 et 1 million, et elle va en contenir par exemple 5000. Ok. Donc comme je vais tester 3 algorithmes, je vais dire en fait, je vais créer une liste L2 qui est la copie de la liste L1. Alors je ne peux pas faire L2 égale L1, hein, sinon tout simplement je vais considérer la même liste, je vais simplement avoir deux variables qui pointent vers la même liste. Et quand je vais trier la première liste avec le premier algo, ensuite elle sera triée pour les autres. Donc j'utilise bien l'opérateur de copie pour bien avoir 3 listes différentes. Ok, maintenant qu'est-ce qu'il me reste à faire? En fait il me reste juste à récupérer l'heure de début. Donc l'heure de début c'est quoi? C'est simplement, je vais prendre le timestamp dans la bibliothèque time. Donc time.time va simplement me récupérer en fait le temps machine, donc heure, minute, seconde, milliseconde qu'il est là. Puis en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un sort, je vais lancer ma fonction de tri par sélection. Voilà. Sur la liste L1. Je vais faire un end qui va être égal à time.time, donc je vais prendre le temps de fin aussi, simplement récupérer de nouveau le temps machine, et je vais donc afficher que le tri par sélection, il a un temps de, on va faire end moins start, tout simplement. Voilà. Et ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le dupliquer pour les autres tris. Donc je veux que mon tri à bulle, il travaille sur la liste L2. Et donc ici, c'est simplement, ici c'est bulle. Et ensuite, je veux que mon quicksort travaille sur la liste L3. Et là, celui-là, je vais l'appeler quick. Voilà. Est-ce que tout fonctionne? Ok. Donc là, on a les premiers chiffres déjà. On voit que le tri par sélection, il a mis 0,3 secondes. Le tri à bulle, il a mis 1,1 seconde. Et vous voyez que le quicksort, il a mis 0,0039 secondes. Donc là, on a déjà une grosse différence. Hein. Le quicksort, il est déjà énorme. Est-ce qu'on peut rajouter encore un peu? On est passé à 5000, on va passer à... Si on passe à 500 000, est-ce qu'on aura quelque chose de plus significatif?
Donc là, ça commence déjà à mettre un petit peu de temps. Pour le tri par sélection. Peut-être un peu beaucoup. J'ai pas les chiffres en tête. Hein. On va essayer d'y aller déjà avec 50 000. On va déjà voir si on peut avoir une réponse assez rapide. Avec 50 000. Ouais, il mouline quand même un petit peu. Donc en attendant qu'il termine, en fait, on peut déjà se voir en fait que on pensait que le tri à bulles était une optimisation du tri par sélection. Et visiblement, ça n'est pas le cas. On voit que le tri à bulles, en fait, il prend plus de temps finalement que le tri par sélection. Alors pourquoi? Eh bien en fait, il y a plusieurs explications en fait. Qu'effectivement, la complexité par la sélection, en fait, simplement, j'avais dit que on améliorait seulement dans le meilleur des cas. Ici, on est sur une fonction random, donc on n'est pas sur le meilleur des cas. Et on va se rendre compte d'une chose aussi, c'est que même si on a un ordre de grandeur, en fait, il y a des choses qui sont faites plus souvent dans le tri à bulles. Vous voyez par exemple que l'échange, ici, que l'on avait mis à jour dans le tri par sélection, se fait n fois. D'accord? Alors que l'échange dans le tri à bulles, lui, il va se faire n carré fois. Et vous voyez en fait qu'il y a des choses, le tri à bulles fait finalement beaucoup plus d'échanges que le tri par sélection. Et donc ça peut expliquer aussi des choses. Ce qui est intéressant de voir, c'est la complexité, c'est de savoir comment les boucles sont imbriquées, mais c'est aussi intéressant de savoir quelles sont les instructions qui sont comprises dans les boucles. Parce que ça aussi, ça peut nous amener à des résultats différents. Je vais juste voir si il a retrouvé le bon chemin. Ah, donc le tri par sélection a terminé. Il a terminé en 33 secondes 59. Donc on va avoir des données assez significatives ici, avec 50 000 en valeur. Donc il a terminé avec 33 secondes. Je pense que le tri à bulles devrait faire un petit peu plus. Visiblement, il prend un petit peu de temps. Et donc, comme je vous disais, ce temps supplémentaire, il vient du fait que vous avez beaucoup plus d'échanges qui sont faits au moment du tri à bulles, puisqu'en fait, on est vraiment en échange de proche en proche, alors que le tri par sélection, en fait, quand il échange, positionne à chaque échange correctement une valeur du tableau. Donc en fait, on est sur quelque chose qui peut être beaucoup plus rapide à cause de ça. Donc là, il n'a toujours pas fini, mon tri à bulles. Il prend encore un petit peu de temps, on va essayer de le laisser finir, parce que je pense que le tri à bulles va encore prendre quelque chose qui est assez significatif en termes de temps. Et le tri rapide qui va arriver derrière, en fait, il va résoudre le problème beaucoup plus rapidement. Et normalement, on devrait retrouver, de manière empirique, les données que l'on a vues ici, c'est-à-dire en fait que là, on est sur l'algorithme avec le tri à bulles et le tri par sélection, on est sur des algorithmes en n carré, donc on est sur quelque chose de parabolique, et là on n'est pas sur 50 éléments, mais on est sur 50 000, donc on peut, si on extrapolait en fait la courbe à droite, on verrait que c'est quelque chose qui monte très très vite par rapport au nombre d'éléments, alors que le tri par rapide, en fait, il va arriver là-dessus, et ce sera quelque chose de beaucoup plus rapide. Donc il n'a toujours pas terminé, mon tri à bulles. Je suis assez déçu, je pensais qu'il irait un petit peu plus vite, quand même, avec 50 000 éléments. L'ordre de grandeur, normalement, là on était sur du 0,3 secondes, là on était sur 1 seconde 14. Ah, vous voyez, il a fini. Donc il a fait un tri en sélection en 33 secondes, il a fait un tri à bulles en 179 secondes, donc peut-être que le tri à bulles n'est pas forcément le meilleur des tris à utiliser. Ça on l'avait compris, on avait vu que du point de vue théorique ça améliorait l'algorithmie, enfin on améliorait la complexité, pardon. On arrivait à quelque chose de meilleur sur le meilleur cas, mais en fait si vous n'êtes pas dans le meilleur cas, on voit que le tri à bulles en fait est beaucoup plus lent que le tri par sélection. Pourquoi? Parce qu'en fait il fait simplement beaucoup plus d'échanges que le tri par sélection. Et là on voit que même avec 50 000 éléments, eh bien, le tri rapide lui nous a donné une réponse en 0,05 secondes. Donc ça c'est énorme comme différence. Donc c'est l'algorithme là, on avait ce pressentiment avec la courbe, et bien en fait ça nous le confirme encore une fois, on est sur un algorithme qui est bien meilleur que les algorithmes de tri par sélection ou les tri à bulles que l'on avait là, surtout quand le nombre d'éléments augmente.
Donc, les tris rapides ou le tri fusion, même le tri rapide, je pense, c'est le tri qui est derrière les tris quand vous faites des sortes. C'est-à-dire que quand vous utilisez un tri dans un langage de programmation, c'est majoritairement le tri rapide qui est derrière. Et maintenant, on comprend pourquoi. Parce que c'est celui qui, en termes de performance, en fait, aura les meilleures performances et vous redonnera la main le plus vite possible dans votre programme. Donc, un petit peu de complexité sur les tris. On avait vu énormément de fonctions de tri dans les vidéos précédentes et on essayait de voir maintenant, au travers de cette vidéo, quelle était la plus performante, quelle était la meilleure que l'on peut associer. On avait vu que beaucoup d'algorithmes de tri que nous avons vus, en fait, sont avec une complexité de n carré. Je pense notamment à l'algorithme de tri par insertion, à l'algorithme de tri par sélection. Mais les algorithmes les plus performants sont basés sur la stratégie divisée pour régner, c'est-à-dire qu'à chaque étape, on va essayer de diviser le problème par 2. Et diviser le problème par 2, on avait déjà vu avec la recherche que ça nous amenait sur une complexité de log 2 de n. Cette fois-ci, on est sur le tri, donc le n log 2 de n, il est répété n fois, donc on arrive sur une complexité au pire des cas de n fois log 2 de n. Mais on voit que la différence est significative en termes de temps par rapport aux algorithmes qui sont en n carré. On a une réponse qui est beaucoup plus rapide. Donc le tri, c'est quelque chose qui nous permet vraiment de voir ça. Alors on avait parlé aussi du tri par comptage, mais là le qui était censé être linéaire, mais si jamais vous vous intéressez au tri par comptage et que vous essayez de retrouver sa complexité, vous allez voir en fait que la complexité ne dépend plus de n, puisqu'en fait il y a un tableau artificiel qui est créé en plein milieu de l'algorithme, et ce tableau n'est plus en fonction du nombre d'éléments de n, donc c'est effectivement quelque chose de linéaire, mais si par exemple vous avez deux éléments dans un tableau qui sont 1 et 36 millions, eh bien l'algorithme de comptage va créer un tableau de 36 millions de cases, et donc en fait c'est plus difficile d'estimer la complexité dans l'algorithme du tri par comptage. Parce qu'en fait, effectivement, il est linéaire, mais il n'est pas linéaire par rapport à la taille de l'entrée. Donc là, on est vraiment sur le tri fusion ou le tri rapide, on est vraiment sur les meilleurs algorithmes de tri qui vous amènent une réponse la plus rapide possible, et j'espère vous l'avoir démontré à la fois théoriquement avec l'étude des complexités, mais aussi en programmation avec notre calcul des timestamps et puis des heures de passage. Donc c'est quelque chose de très intéressant et qui peut nous faire gagner énormément de temps à chaque fois que nous programmons. Donc on va se donner rendez-vous rapidement pour de nouveau continuer un peu à analyser des algorithmes, peut-être un peu plus du côté mémoire, et de voir qu'il y a aussi des structures de données qui sont plus adaptées dans certains cas et qui vont nous faire gagner du temps. À bientôt!